Bienvenue une fois de plus, chers compatriotes. Vous êtes en direct sur le journal officiel. Chers compatriotes, peuple congolais, vous êtes au bon endroit pour vous informer. Vous savez que la semaine que nous avons commencé du lundi jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons tout à fait traversé beaucoup de choses sur l'actualité politique de la République démocratique du Congo. Notamment le chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi, qui a appelé l'opposition congolaise à s'unir à son action. De l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi, qui a appelé l'opposition congolaise à s'unir à son action. De ce qu'on peut considérer comme des poursuites par son homologue, M. Félix Tshisekedi, qui a tout à fait déclenché une politique qui est un peu en train de mettre à mal le sénateur à vie Joseph Kabila, malgré les diverses lois qui les protègent. Chers compatriotes, peuple congolais, nous avons également suivi le meeting de AFC M23 le jeudi 27 février à Bukavu. Les meetings qui se sont solidés à la fin, où nous avons entendu qu'il y a eu des détonations qui se sont explosées, des bombes qui se sont explosées, où il y a eu plus de 11 morts et plusieurs blessés. Mais aussi, nos citoyens qui sont à Bukavu nous informent de plus en plus qu'il y a vraiment une situation chaotique dans la ville, où les jeunes sont traqués, ils sont enrôlés par force dans l'armée, ils se sentent de plus en plus en insécurité et les gens qui sont en face d'eux n'expriment pas vraiment confiance face à cette situation. Les voix se lèvent pour dire non à cette agression, dire non aussi à cette façon de procéder. Ici, nous avons également suivi hier que les forces armées rwandaises qui sont basées à Goma ont assiégé la banque centrale de la République démocratique du Congo. Les succursales de la banque qui est basée à Goma a été assiégée par les forces armées rwandaises où ils veulent à tout prix exploser le coffre-fort pour récupérer l'argent qui est dedans. Chers compatriotes, peuple congolais, on ne sait pas réellement comment le pays va s'en sortir dans cette situation. Nous sommes venus en direct de cette émission qui s'intitule La conscience nationale. Elle est présentée par votre humble serviteur qui est devant vous. Appelez-moi journal officiel. C'est mon nom de profession, celui que j'aime beaucoup parce que quand j'informe, ça me tient à cœur de vous apporter l'information. Nous prenons le temps aussi de les traiter. Nous prenons aussi notre temps pour savoir qu'est-ce qu'il faut venir vous exposer sur la place publique. Parce que nous devons apporter des analyses. Nous devons bien sûr apporter des éclaircissements. Puisqu'on peut vous donner l'info qui est un peu brute, mais qui n'est pas traitée du tout. Ou bien qui n'est pas du tout déballée, ce que je peux dire. Donc, je donne un peu une information qui est explicative. C'est-à-dire quand on donne les points, et puis on donne les détails et des sous-bassements. Voilà. Nous avons vu au bout, je crois maintenant presque 2 semaines, le 1-23, il y a un petit peu une académie où leur conquête, je crois bien, leur conquête, on peut considérer ici qu'il y a un peu un silence. Mais qu'est-ce qui se passe? Quel est leur plan? Jusqu'où ils vont aboutir? Ça, je vais vous donner quelques indices tenant compte des 2 ultimatums que le M23 AFC ont lancé. Un ultimatum d'abord, province du Grand Katanga que nous connaissons, le Grand Katanga qui est maintenant divisé en 5 petites provinces, dont je cite province de Lomami, province de Tanganyika, province de Haut-Katanga, province de d'Ilo-Laba et certainement province de... Voilà, je crois 4. Je crois 4, oui. Voilà, c'est ça qui compose les Grands Katanga. Alors, les M23 ont donné un ultimatum de 2 semaines à cette province du Grand Katanga, les militaires de FARDC qui y sont pour eux. Ils souhaitent que ces militaires-là puissent déposer les armes et libérer les espaces qu'ils occupent, les installations militaires, démilitariser toutefois la partie qu'ils occupent afin de céder la place aux forces de l'Alliance Fleuve Congo et M23 Rwanda tout à fait qui accompagnent toutes ces forces négatives. Chers compatriotes, quelle est la solution pour sortir de cette situation? Donc là, c'est le premier ultimatum que les M23 ont donné au Katanga, au Grand Katanga. Et ces 2 semaines, ça expire, je crois bien, jusqu'à demain dimanche. Et seulement si nos militaires ne vont pas libérer, c'est que nous savons déjà tous qu'ils ne vont pas libérer. Mais qu'est-ce qui va arriver après? C'est ça qu'on va devoir analyser ensemble avec vous. Mais aussi, j'aimerais vous préciser une chose par rapport à ces ultimatums. Avant que la ville de Goma tombe, sachez-le que le 1-23 avait donné au gouvernement congolais et aux militaires qui étaient à Goma un ultimatum de 4 jours. Les 4 jours étaient expirés, ils ont encore donné un ultimatum de 48 heures. Et enfin, les 48 heures n'étaient pas passées, Goma est passé sous contrôle du M23. Donc, ce qui laisse entendre que
La même procédure qu'ils ont exploitée à Goma, ils ont utilisé ça également à Bukavu, parce qu'à Bukavu, lorsqu'ils arrivent à Kavumu, quand ils ont pris les contrôles de l'aéroport de Kavumu, ils n'étaient pas directement entrés dans la ville de Bukavu. Ils avaient encore donné un ultimatum de 48 heures. Je crois que nous avions tous vu. Il y avait une rumeur qui avait même circulé. Non, les FARDC ont récupéré la ville. Non, ce n'était pas qu'ils ont récupéré la ville. Donc il y a un moment, les FARDC sont sortis pour éviter les pertes en vies humaines. Ils ont laissé le terrain au 1-23. Et le 1-23 n'était pas entré directement après ces retraits des FARDC. Parce qu'ils ont estimé que peut-être ça peut être un piège. Ils ont d'abord laissé le temps et ils ont fait presque, je dis bien presque, environ 36 heures avant même d'entrer dans la ville de Bukavu. Voilà ce que je peux vous dire jusqu'ici. Et deuxième ultimatum, ça concerne précisément le chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi. Le deuxième ultimatum, ça le concerne personnellement. Il a personnellement été averti par le mouvement du 23 mars et l'Alliance Fleuve Congo de déposer sa démission jusqu'au 15 mars de ce mois. Donc aujourd'hui, nous sommes les premiers, nous allons passer le dé d'ici demain, d'ici quelques heures pour demain. Donc il ne reste que 13 jours l'ultimatum qui a été donné au chef de l'État. Chers compatriotes, quand je fais mes émissions, mes directs, et je les poste parfois, le contenu que je poste sur TikTok, et je les poste aussi sur notre chaîne YouTube Journal Officiel Expliqué. Donc quand vous tapez Journal Officiel Expliqué, vous verrez certainement notre logo, celui du Congo. Et à côté, moi-même, je suis assis, votre présentateur de cette émission. Beaucoup de personnes viennent nous ingérer, nous qualifier de Rwandais, mais sachez bien que le patriotisme oblige. La situation que traverse notre pays ne nous donne pas de choix de rester sans rien dire, bien sans rien faire, bien sûr. Puisque l'article 64, tel qu'il est disposé dans notre Constitution, il demande que tout Congolais puisse faire quelque chose lorsque le pouvoir en place exerce son pouvoir en violant la Constitution. Ce qui a été déjà parmi les motifs sur lesquels moi j'ai fondé cette émission que j'ai intitulée La conscience nationale. Et cette conscience nationale, pour moi, c'est sine qua non et c'est un passage obligé pour tous les Congolais. Aujourd'hui, on peut négliger, c'est parce que c'est moi qui en parle. Mais sachez que la seule façon pour les Congolais d'assumer leur devoir pour passer vers le changement, c'est celui d'être conscient. Si on est conscient de nos devoirs, on est conscient de nos droits, nous allons revendiquer nos droits, nous allons également faire nos devoirs. Parce que les devoirs, c'est nous qui devons les assumer. Et les droits, c'est ce que nous devons bénéficier, soit de l'État, soit dans la vie, les relations que nous avons avec nos concitoyens. Voilà pourquoi j'ai conçu cette émission qui est la conscience nationale. C'est cette conscience nationale qui va permettre aux citoyens congolais de sauver la patrie. Parce qu'à chaque fois que nous avons des problèmes, nous courons toujours vers l'étranger, nous courons toujours vers nos voisins, nous acquisons toujours nos voisins, nous avons toujours l'habitude de dire non, nos richesses sont volées. Alors qui a le devoir de sécuriser nos richesses? Qui a le devoir de résoudre les problèmes des Congolais? Voilà, chers compatriotes. Nous avons le devoir de faire ce que la Constitution nous demande. Nous avons le devoir également de défendre la patrie lorsqu'elle est attaquée. Alors, les vrais problèmes, ils se posent où? Les vrais problèmes du Congo, son fondement, vous allez les trouver simplement dans le respect des textes. Le respect des textes, c'est quelque chose de très important dans la gestion de la République, dans la gestion, dans la vie publique de l'État, dans la gouvernance. Vraiment, le devoir sacré de tout citoyen, c'est celui de servir sa nation avec loyauté, c'est celui de servir sa nation avec abnégation, c'est celui aussi d'assumer le rôle qui est le nôtre. Et quand vous assumez ce rôle-là, à la fin, vous avez ce qu'on appelle le devoir de redevabilité. C'est-à-dire que les dirigeants, on lui donne le pouvoir pour qu'enfin qu'il fasse un travail pour notre compte, pour notre intérêt. Et après ce travail, il doit revenir vers nous pour nous faire des comptes pour le travail qu'il fait. Si et seulement si le dirigeant déjà, il ne fait pas un très bon travail et qu'il est interpellé par les citoyens, il doit avoir la conscience tranquille de rentrer vers le peuple qu'il a donné, qui a confié ses mandats pour présenter, soit présenter son plan d'action. La redevabilité en fait. Et en plus, si vous sentez que vous ne pouvez pas faire ce devoir de la redevabilité qui est tout à fait obligatoire dans une démocratie, alors tout ce qu'il faut faire, il faut simplement démissionner. Nous avons un devoir sacré, celui de mettre la pression sur nos dirigeants, bien sûr, de savoir que les rôles
qu'ils doivent jouer, c'est celui des serviteurs et non de se servir eux-mêmes. Parce que ce que nous sentons, nos dirigeants, quand ils arrivent au pouvoir comme des agnons, ils cherchent le pouvoir, quand on leur donne le pouvoir, et après ils changent totalement. C'est ça qui amène les Congos de faire ce qu'on appelle les cycles de violence. Nous faisons que des retournements en retournement, tout en... on ne volit presque pas. On fait la même chose. Ce qu'on a fait en 2000 ans, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Ce qu'on a fait en 97, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. En 97, il y a eu un pouvoir en place, on l'a démis par les armes, et après on est entré dans l'illégalité, et après on a fait un coup d'état encore à ce président, surtout celui-là, il était tué comme on le sait, et après on a installé encore une petite illégalité jusqu'à ce que nous avons toute cette illégitimité qui s'est élue domicile au sommet de l'État. Et non seulement cette légitimité, mais il y a aussi de l'incompétence notoire dans cette classe politique illégitime qui dirige le pays. Et en dépit de cette incompétence, il y a aussi une incapacité avérée. Donc on sent réellement qu'il y a un déficit de personnalité, il y a un déficit de conscience, il y a un déficit de responsabilité. On comprend réellement que les gens que nous avons confiés l'État, c'est lui qu'on appelle l'État, qui est la personne morale qui doit nécessairement incarner des valeurs, qui doit nécessairement incarner la force publique. Quand on a dit la riposte vigoureuse, mais qui doit donner cette riposte vigoureuse? Exactement, c'est l'État qui devrait en donner, la puissance publique. L'État qui, selon la vision de ceux qui ont fondé l'État, ils ont estimé que l'État, c'est quelqu'un qui ne recule devant aucun obstacle. Ici, on est en train de constater que l'État congolais, un mois après, après avoir annoncé la riposte vigoureuse, la riposte n'a jamais existé. C'est comme on peut dire que la riposte, elle ne viendra jamais, elle n'existera jamais. Donc les Congolais peuvent déjà enlever cette hypothèse qu'il y aura riposte vigoureuse, ça ne viendra pas. Pourquoi? Parce que vous savez comme moi que nous sommes inefficaces sur le terrain. Vous savez comme moi que nous avons des militaires qui sont démotivés. Parce que celui qui est en face d'eux, ce n'est pas un chef militaire. C'est juste, c'est comme on l'a toujours accusé, un livret de pizza. S'il a fait ce travail-là et qu'il a... qui n'a même pas si resté dans ce travail même pendant une année. Donc on peut comprendre ici que quelqu'un qui n'a pas pu gérer un travail de livret de pizza ne peut pas non plus gérer un travail de diriger, d'être un chef de l'État. C'est lui qu'on demande à l'article 69 de veiller à ce que toutes les institutions fonctionnent normalement, être les sentinelles de tout un État. C'est ça qui ne convient pas. Cette tâche-là, ça ne convient pas à Tshisekedi. Ce n'est pas fait pour lui, cette tâche-là. Parce qu'au moment où nous sommes en train de vivre, le pays a besoin d'un commandant suprême des forces armées. Voilà pourquoi les militaires sont démotivés au front. C'est pour cela que j'ai toujours demandé aux militaires, si vous êtes courageux, prenez cette initiative de déchoir M. Tshisekedi, de prendre le pouvoir et puis d'organiser rapidement la défense du pays. Parce que le pays est assujetti, le pays est anéanti. Le pays est mis par terre juste par un individu. Un individu qui s'est accaparé des pouvoirs pour anéantir toute la force publique d'une nation tout entière. Donc, comme je l'ai toujours dit dans mes lives auparavant, que nous sommes en train de vivre une humiliation qu'on n'a jamais vécue auparavant. Mais cette humiliation, vous devez le savoir, elle est destinée à une personne. Cette humiliation, elle est destinée à M. Félix Tshisekedi. Alors, quelle est la solution pour sortir dans cette crise que nous sommes aujourd'hui? Nous sommes dans une très grande crise, c'est que vous devez savoir, chers compatriotes. Voilà pourquoi nous devons réfléchir comment on doit s'en sortir. Et pour sortir de cette crise, nous avons estimé que, nous avons estimé qu'il faut au minimum avoir réglé ces problèmes par le dialogue. Mais le dialogue qui va nécessairement aboutir à 5 points différents, 5 points majeurs. Ces 5 points-là, c'est ça qui va aider le peuple congolais à résoudre la crise actuelle. Mais quels sont ces points? Voilà, c'est ça le point le plus important que je vais devoir vous faire une petite lecture et je vais passer aux analyses. Chers compatriotes, peuple congolais, je l'ai dit, j'ai analysé la situation sur le terrain, j'ai lu beaucoup des articles, j'ai écouté beaucoup de personnalités politiques, nous avons écouté beaucoup de médias, beaucoup des analystes, et nous aussi, nous sommes analystes politiques. Nous allons donner notre avis par rapport à ça. Bien sûr, quand vous entrez dans notre bio, j'avais publié déjà une vidéo sur ça hier pour ceux qui veulent encore beaucoup plus de contenu audio. Mais je vais le lire pour vous. Donc, je dis ceci. Voici notre analyse par rapport à la situation sécuritaire. Il est crucial de dialoguer sur les conflits armés en République démocratique du Congo pour plusieurs raisons essentielles. Notamment, première raison, la crise humanitaire et la protection civile. Donc, pour des raisons humanitaires, nous avons estimé qu'il faut
D'abord, dialoguer, parce que dès qu'on accepte de dialoguer, directement, le premier devoir des belligérants, c'est de déposer les armes, arrêter de conquête en conquête. Nous allons comprendre en quoi cela est utile. Parce que les conséquences de ce conflit sont tellement dramatiques sur les populations civiles, avec des milliers de morts, de déplacés, des guerres qui se déplacent de plus en plus dans leurs zones naturelles. Mais aussi, on est en train de vivre de violation en violation des droits humains. Nos frères qui sont abattus de manière atroce, mais aussi certaines femmes qui sont tout à fait ce que vous savez. Je ne peux pas le dire ici sur TikTok pour ne pas être bloqué. Donc le dialogue permettrait, pour nous estimons que le dialogue permettrait de sensibiliser l'opinion internationale sur la crise, l'urgence d'avoir la paix au Congo. Mais aussi d'attirer les aides humanitaires, parce que les gens qui sont victimes, qui sont dans les zones de guerre, ils doivent être assistés. On doit envoyer des médicaments dans les hôpitaux. On comprend aujourd'hui que Goma est inaccessible par l'avion. Donc déjà les agences humanitaires qui sont à Kinshasa ne peuvent pas acheminer les produits à Goma. Encore ici, j'aimerais donner encore d'autres points sur le plan économique. Il y a une crise maintenant à Goma, où il y a plusieurs fonctionnaires de l'État, où ça c'est déjà des mois, ces fonctionnaires n'ont pas de salaire. Donc, ils n'ont pas eu les salaires de janvier, ils ne vont pas aussi avoir les salaires de février qui vient de terminer, ils n'auront pas certainement aussi leur salaire du mois de mars. Donc ici, les gens se posent les questions, on est fonctionnaire de l'État, mais comment ces gens vont vivre? Ils sont pris en étau dans une situation qu'on appelle le cas de force majeure. Personne n'a prévu qu'il y aura une rébellion à ce moment-ci pour mettre des provisions chez lui, ou soit pour prendre les dispositions nécessaires. Donc ces gens sont d'abord les agents de l'État qui doivent tout à fait être payés, quelles que soient les circonstances. Donc il n'y a aucune raison. Dans les principes de base, lorsqu'on a établi ce qu'on appelle les salaires d'un fonctionnaire, il n'y a aucun principe qui permet à ce qu'un fonctionnaire de l'État qu'on puisse lui priver de son salaire. Je dis bien, il n'y a aucun détail, même dans les cas où le fonctionnaire n'a pas travaillé tous les mois, même s'il n'y a aucune justification. Cela ne peut pas donner droit à son employé de lui priver de son salaire. Ça, je dis bien les fonctionnaires de l'État. Il faut me comprendre très bien. Je pose les bases, les principes tels qu'énoncés par les lois de la République. Ce n'est pas par les états d'âme ou les volontés personnelles que je vais vous informer ici. C'est pour cela que je dis qu'il y a déjà une crise, puisque Goma, c'est une ville de 2 millions d'habitants. Regardez un peu dans toutes les administrations de l'État, fonctions publiques, les entreprises publiques, tout consort, si on regarde très bien, si on prend seulement 10% de la population de Goma, donc on prend 200 000 personnes, par exemple, qui sont fonctionnaires de l'État et agents publics, on peut considérer ici qu'il y a vraiment une très grande crise. 200 personnes, soit plus de 1 million de familles qui sont privées de substances vitales pour lier les deux bouts du mois. Merci beaucoup. Donc le dialogue permettrait de sensibiliser l'opinion publique nationale et internationale pour mobiliser beaucoup plus de moyens pour assister ces personnes qui sont prises en étau, comme je l'ai expliqué. Avec des milliers de morts, des déplacements massifs, si aujourd'hui on décrète un cessez-le-feu et qu'on crée des conditions pour un dialogue sincère, on va certainement retrouver une paix qui sera un peu précaire, qui va permettre aux populations de déplacer, de rentrer à leur milieu naturel, d'attendre un accord qui sera certainement signé après ce dialogue. Voilà. Mais aussi, ça permettrait rapidement à l'équipe de la CPI, la Cour pénale internationale, dont nous savons qu'elle est procureur de la Cour pénale internationale, et à Kinshasa en visite de travail, où il vient faire la comptabilité des crimes qui sont des potentiels crimes qui sont commis dans cette guerre qui a commencé à Bunagana, ou aujourd'hui la ville de Uvira qui est déjà assiégée. Donc ici, ça laisse entendre que tant que les rebelles occupent Bukavu, Goma, ils vont continuer à commettre des abus, mais il n'y aura personne pour contrôler, pour vérifier ces habits. Nous avons suivi des messages, tout comme, chers compatriotes, tapoter pour protéger le live. Vraiment tapoter, tapoter s'il vous plaît. Si vous voulez que notre direct continue, parce que là, je vois les signalements, tapoter pour que le live soit protégé. 3300 likes, c'est trop peu. Alors, les populations civiles qui sont prises en étau, il y a beaucoup de violations des droits humains. Et si la CPI, et s'il y a arrêt des hostilités, on crée des conditions de dialogue, normalement, la CPI aura aussi l'accès pour arriver dans la ville de Goma et Bukavu, pour comptabiliser les crimes qui sont commis, pour enfin éviter que l'ennemi, les imposteurs puissent masquer ou soit qu'ils puissent chercher à couvrir tous leurs crimes. Sinon, ils vont faire disparaître les preuves et après, on va dire non, on a tué 2000, 3000 personnes, 4000 personnes, mais où sont les preuves? Si déjà l'ennemi fait en sorte que les preuves disparaissent. Donc, c'est ça. Salut, comment ça va, mon ami bien sûr? Ah ouais, je vais très bien, je vais très bien. Emmanuel Mboui. Oh là là, pour ton information, je m'appelle aussi Emmanuel. Donc, tiens mon nom vraiment véritablement. Tapotez là-bas pour qu'on protège notre live. Merci beaucoup.
Alors, nous avons dit que la CPI, pour accéder à ces zones, il faut qu'il y ait la paix. Donc, tant qu'il n'y a pas la paix, la CPI ne peut pas accéder à les zones qui sont occupées par les rebelles. Parce que les rebelles, déjà, ne vont pas permettre à la CPI de venir enquêter sur ces crimes qu'il est en train de commettre maintenant. C'est ça. Deuxième point, c'est de trouver des solutions durables au conflit. Vous savez, nous avons défait le M23 en 2013. C'est ça qui a fait même que ces gens, on a signé avec eux un accord en 2012, un accord qui était désavantageux pour notre gouvernement. Mais pourquoi cet accord était désavantageux? Mais parce qu'à ce moment-là, le M23 était en position de force. Il faut que les gens comprennent ça. Parce que j'entends beaucoup de personnes, non, lisez un peu cet accord que Kabila a signé. Lisez un peu, exactement. C'est ça, c'est pour ça que Tshisekedi devrait savoir bien avant, quand il faisait même les chantages lors de ces négociations à Rwanda, il doit savoir qu'il a commis beaucoup d'abus qui ont ramené la République à un échec maintenant. Ça, c'est ce que nous sommes en train de vivre, vraiment une humiliation qui a été causée par, la stupidité d'une seule personne que nous connaissons tous. Mais c'est Félix Tshisekedi. C'est lui qu'on appelle abusivement Fachi Béton, un gros monsieur qui a une grosse tête, une grosse ventre. Et vous allez comprendre que quand vous le voyez comme ça, vous pensez que c'est un grand monsieur, mais il est nul. Il est nul, ce monsieur. J'ai honte vraiment de dire ça avec des mots beaucoup plus durs, parce que nous ne pouvons pas laisser certaines choses arriver comme ça et puis passer inaperçues. Ce monsieur, c'est lui qui va commencer à parler comme un perroquet, à provoquer nos ennemis. Quand je dis parler et provoquer, nous savons tous, il y a des challenges ici sur TikTok. À partir de Goma, nous allons toucher Kigali. Kagame ne va plus dormir chez lui. Vous savez tout. Donc je ne peux même pas aller encore loin dans les détails dans ces domaines-là. Vous avez tous les données dans votre téléphone, vous pouvez les chercher. Donc il a outrepassé dans son langage. C'est pour cela que j'ai dit qu'en 2012, lorsque les M23 ont assiégé Goma, la RDC a signé des accords avec les M23. Ces accords-là n'étaient pas avantageux pour le pays. Nous avons aussi condamné Joseph Kabila pour ça. C'est pour cela que j'ai dit pourquoi Joseph Kabila a signé de tels accords. Je ne suis pas son porte-parole, bien sûr. Il doit assumer les responsabilités qui sont les siennes, les erreurs qui sont les siennes dans cet accord-là. Mais je vous informe officiellement que cet accord-là ne sera pas appliqué. Pourquoi cet accord ne sera pas appliqué? C'est parce que lorsque le gouvernement de l'époque voit que cet accord est désavantageux, le gouvernement a signé cet accord pour privilégier la paix et que les rebelles sortent. Lorsque les rebelles sont sortis, le gouvernement s'est renforcé. C'est ce qui fait qu'en 2013, les rebelles sont encore revenus. Mais pourquoi ils sont revenus? Ils sont revenus parce que l'accord n'était pas appliqué par le gouvernement. Quand ils reviennent, pour venir forcer encore la main au gouvernement d'appliquer l'accord, à ce moment-là, le gouvernement va défaire le M23 sur le terrain de bataille. Donc le M23 sera anéanti. Ils vont fuir, ils vont aller en exil, ils vont se réfugier à l'Ouganda. C'est là où ils étaient, nous, quand on faisait des élections ici en RDC. Curieusement, chers compatriotes, curieusement, un monsieur, c'est lui qui vous a fait le Fachi Béton, l'homme qui a trahi toute la République, l'homme qui a ramené Kagame au stade des martyrs. C'est lui-là qui va prendre le M23. Il va négocier avec le M23 secrètement. Avant même qu'il accède au pouvoir, il a commencé déjà à négocier par le M23. Imaginez que toute l'opposition congolaise était réunie à Genève en 2018 pour affronter les candidats que Kabila va aligner aux élections. Mais curieusement, il y a toujours des gens qui sont très corrompus jusqu'à la moelle épinière. C'est parti de l'IDPS dirigé par Étienne Tshisekedi à l'époque, qui coopérait déjà avec le RCD Goma, qui a collaboré avec la FDL, avec maintenant son fils qui a emboîté la même vision. Il a continué les chemins que son père a pris à l'époque. Il a continué à consulter Kagame, il a continué à consulter Yoweri Museveni. Il était allé corrompre ces gens pour que ces gens puissent les soutenir à être élus président. Voilà pourquoi les M23 vont revenir encore en 2019 à Kinshasa. Quand ils sont revenus, qui va les armer? C'est le général Kayimbi, Delphin Kayimbi. C'est lui que Félix Tshisekedi va charger d'armer les M23. Mais pourquoi il va les armer? Voilà. C'est ça les deals qu'ils ont signés. Il y a beaucoup de détails dans ces deals-là. Félix Tshisekedi, on lui donne le pouvoir moyennant des accords par Joseph Kabila. Il faut savoir aussi, en 2018, M. Paul Kagame est président de l'Union africaine. Donc, en tant que président de l'Union africaine, dans une grande crise comme le Congo, il avait un mot à dire. Ça, vous devez le savoir. Félix Tshisekedi ira chez Kagame avant les élections. Vous pouvez visionner les images, ça existe. Moi, j'ai fait des recherches sur ça. Donc, je suis vraiment suffisamment informé sur ces dossiers. Et je peux vous assurer que M. Félix Tshisekedi a eu des acquaintances avec Kagame avant même les élections de 2018. Il a eu des acquaintances avec le M23 avant même les élections de 2018. Avant les élections, il aura des acquaintances avec le M23. Il va leur demander, nous irons aux élections. Si Kabila cherche à se maintenir au pouvoir, je reviendrai vers vous. Vous allez me soutenir. Nous allons combattre Kabila par un groupe, par les armes. Et si j'arrive au pouvoir, je vais vous mettre dans ma ceinture de sécurité. Et en plus de ma ceinture de sécurité, je vais créer pour vous une brigade si spéciale. Une brigade, je dis bien une brigade si spéciale d'intervention rapide. Voilà, c'est ça la base de l'accord de M23 et M. Félix Tshisekedi.
Nous savons tous comment les choses se sont passées. Kabila n'a pas voulu que d'autres personnes puissent les gérer. Lui-même, il va prendre Félix Tshisekedi, il va les gérer. Il lui dit, viens, toi et moi, on signe un accord. Voilà ce que tu vas faire. Et cet accord, qu'est-ce qu'ils ont signé, chers compatriotes? Il faut que vous le sachiez. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui condamnent Kabila quand Kabila s'est prononcé dans cette tribune. Mais vous devez savoir une chose, la vérité c'est quoi? Kabila, quel accord qu'il a signé avec Félix Tshisekedi? Qu'est-ce qui est écrit dans cet accord? Voilà. Dans cet accord, ils vont signer un accord de gestion du pouvoir pendant 10 ans. Donc pendant 10 ans, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe vont gérer le pouvoir. Ils vont bénéficier du soutien de l'AFC de le FCC de M. Joseph Kabila. Alors, c'était établi que le premier mandat, c'est le mandat de Félix Tshisekedi. Le deuxième mandat, le candidat sera Vital Kamerhe. Et après leurs 10 ans, ils vont remettre le pouvoir à Joseph Kabila avec sa plateforme de FCC. C'est ça l'accord qu'ils vont signer. C'est ça l'accord que Félix Tshisekedi ne va pas respecter entre lui et Joseph Kabila. Cet accord, c'est ça qui a frustré Kabila. C'est ça qui va constituer d'abord le point d'achoppement. Parce que Félix Tshisekedi, le gros monsieur, quand il arrive au pouvoir, assoiffé du pouvoir, il ne va pas directement respecter l'accord. La première chose qu'il va chercher, il va chercher à humilier Kamerhe. Mais quand il va humilier Kamerhe, tous les Congolais, nous avons retenu qu'il a humilié Kamerhe dans un procès de 100 jours où Kamerhe a été déclaré coupable. Mais la vérité, chers compatriotes, il faut que vous le sachiez, l'argent de 100 jours, c'est Félix Tshisekedi qui a volé ça. Et Kamerhe a donné des réponses claires au juge durant ces audiences-là. Il a dit au juge, voulez-vous que je vous montre les annotations du président de la République? Alors cette question-là, ça a résumé tout. Qu'est-ce que nous pouvons connaître lorsqu'on parle des annotations, chers compatriotes? Lorsqu'un courrier est adressé à n'importe quelle autorité, dans un cabinet ministériel ou bien au cabinet du chef de l'État, le chef de l'État prend d'abord connaissance du courrier. Quand il prend connaissance, il met des annotations. Mais les annotations qu'il met, c'est quoi en réalité? Ce sont des orientations. C'est-à-dire qu'il oriente celui qui doit traiter le dossier, il oriente sa décision, il oriente sa manière de traiter. Le chef de l'État, il dit au directeur du cabinet, veuillez exécuter telle chose. Kamerhe n'a fait qu'exécuter les ordres qui lui étaient donnés par les chefs de l'État. Mais en tant qu'un homme d'État, M. Kamerhe est resté très diplomatique. Il ne va pas dire au juge directement que je ne fais qu'exécuter les ordres de Félix Tshisekedi. Mais il va dire ça autrement au juge. Voulez-vous que je vous montre les annotations du président de la République? Le juge est resté bouche bée par cette question. Voilà où commence la tricherie de M. Tshisekedi, où il commence à violer les accords qu'il a signés avec les caciques du pouvoir. Parce qu'il faut reconnaître ici, Félix Tshisekedi n'avait pas gagné les élections de 2018. Que ce pouvoir lui a été donné sur un plateau d'argent. Ce pouvoir lui a été donné sur base des accords. Pas seulement un seul accord, mais plusieurs accords. Je l'ai dit ici, il avait un accord avec Paul Kagame. Il avait déjà un accord avec le M23 avant même les élections. C'est Kabila qui va chercher à prendre le contrôle du jeu. C'est pour cela qu'il va récupérer Tshisekedi. Il va avoir un autre accord propre avec lui-même. Et réfléchissons ensemble. Ici, ça veut dire tout simplement que si Kabila avait laissé Fayulu gagner les élections, sinon nous avons encore vu le M23 prendre les armes. Mais cette fois-là, qui sera derrière le M23? C'est Félix Tshisekedi. Vous comprenez comment Félix Tshisekedi a joué avec tous les Congolais? C'est mon travail de faire des investigations et vous ramener des vraies informations. Il faut que le peuple sache que le travail que nous faisons, c'est un travail de qualité. Où il ne faut pas seulement venir minimiser. Je vois beaucoup de gens, quand ils posent quelque chose, son seul argument rwandais. En tout cas, là, ça montre vraiment le niveau de bassesse de certains compatriotes qui écrivent ces commentaires-là. Pourquoi je dis ça? C'est-à-dire que vous êtes en train de valoriser les Rwandais en face de vous pour se dire que vous n'êtes capable de rien. Vous ne pouvez même pas réfléchir, vous ne pouvez même pas proposer une solution, vous ne pouvez même pas faire une analyse. Donc pour vous, la seule personne, donc pour cette catégorie de personnes qui m'appellent Rwandais, pour eux, les seules personnes qui peuvent faire des bonnes analyses, qui peuvent révéler des sous-bassements, ce ne sont que des Rwandais. Voilà pourquoi votre pays est en train d'échouer. Il faut que vous le sachiez. Nous sommes là pour informer les Congolais des vraies informations. Et après, c'est à vous d'en tirer les conséquences. Nous prenons beaucoup de risques pour s'exposer ici, commencer à dénoncer les crimes économiques, les crimes d'État, les bassesses, l'incompétence notoire, l'incapacité avérée d'un président. Quand vous le voyez comme ça, Félix est un président. Mais en dehors de ses habits, Félix est nul. Je vous dis, Félix est nul. Même dans son cabinet, il n'a jamais travaillé. Il n'a jamais travaillé même dans son cabinet. Ça, je vous informe. Même quand vous le voyez au Conseil des ministres, Félix Tshisekedi n'apporte rien comme idée au Conseil des ministres. Sinon, comment pouvez-vous voir un pays où nous sommes en guerre maintenant, mais on voit un ministre de la Défense qui a fait le domaine de l'infirmerie? Chers compatriotes, vous avez vu ça où? Mais c'est Bongo Mwadamvita, c'est un infirmier en Belgique. C'est l'ami de Félix Tshisekedi. Je ne le minimise pas. Mais à ce moment-ci, nous avons besoin d'un technocrate, celui qui connaît l'art de la guerre.
Ce n'est même pas un remaniement qui doit s'annoncer, non, ça s'opère immédiatement. Normalement, quand on était attaqué, on a perdu le gouverneur, on a perdu Goma, on devait déjà changer directement de manière drastique le ministre de la Défense. Il faut imposer quelqu'un qui a l'impression d'inventer la guerre, celui qui a des arguments, celui qui a des idées à ce moment-ci. On a besoin des ingénieurs, des technocrates, celui qui amène un plan. Puisque lui-même, le chef de l'État, ne peut même pas porter la tenue pour aller combattre. Il n'a aucun plan pour donner les commandants qui sont au front. Parce que c'est lui le commandant suprême. Lorsque tous les militaires échouent, c'est lui qui doit sortir le plan de guerre. Mais demandez à Félix Tshisekedi quel est son plan. Il n'a pas de plan. Et regardez bien le discours où il annonce une riposte vigoureuse. Comment il est marché pour venir faire ce discours. Et je ne sais même pas pourquoi on l'a filmé en train de marcher comme quelqu'un qui est malade. Chers compatriotes. Et je vous informe que ça fait maintenant presque, après la réunion de l'Union sacrée, jusqu'à aujourd'hui, le chef de l'État ne parle plus. Hier, on a vu au Conseil des ministres, mais c'est presque une figuration. C'est-à-dire qu'on ne veut pas vous donner de l'impression comme s'il n'existe plus. Il est en train de penser à beaucoup de choses. Ça, on y reviendra. Je termine d'abord avec la solution que nous avons proposée. Parce que c'est ça qui est beaucoup plus important. On peut tout dire ici, mais ce qui est important, si on n'applique rien pour chercher des voies et moyens de sortir de cette crise, donc la crise va continuer. Notre population va continuer à mourir et nous allons toujours continuer à pleurer. Donc nous avons dit, premièrement, nous devons négocier. C'est obligatoire qu'on puisse négocier. Je reviendrai pourquoi la négociation a un caractère obligatoire dans une guerre. Premièrement, j'avais dit pour des raisons humanitaires et de protection des civils. Donc, si on accepte les négociations, on va protéger nos civils, on va aussi les assister aux différents besoins qu'ils ont aujourd'hui. Deuxièmement, c'est pour trouver des solutions durables à ces conflits. On ne peut pas trouver une solution durable par les armes. On l'a fait en 2013, comme je l'ai dit. 2012, on négocie avec le 1-23. 2013, le gouvernement passe en force, il détruit cette rébellion, et cette rébellion est restée maintenant politique. C'est là où ils vont négocier politiquement, secrètement, avec M. Tshilombo. Voilà, c'est M. Tshilombo qui va solliciter les 1-23. Les Kagame que vous ingérez jour et nuit, il a été sollicité par Félix Tshisekedi, avant même que celui-ci soit président. Ça, je vous l'informe, parce que les Congolais ne le savent pas. C'est mon devoir de faire des investigations. Et puis, vous voyez, quand les évêques viennent de faire leur tour, c'est mon devoir de faire des investigations. Et puis, vous voyez, quand les évêques viennent de faire leur tour, ils ont vu aussi que commence à détester les Chol et tous les évêques. Vous ne savez pas pourquoi. Mais c'est parce qu'ils ont les secrets des 14 accords que Félix Tshisekedi a signés avec le Rwanda. Tous ces accords-là, dans l'ensemble, ils sont 14. Les accords qui nous ont mis dans cette guerre, ils sont au nombre de 14. Je crois qu'à la fin de ce live, je peux vous citer quelques. Mais je n'ai pas tous les 14. Mais un Chol, maintenant, il en a. C'est pour cela qu'on va arrêter même le passeport d'un Chol à Lubumbashi. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent maintenant en danger, qu'on puisse révéler tous ces soubassements. Vous ne savez pas pourquoi Félix Tshisekedi ne veut pas négocier directement avec les 1-23. Parce que quand ils vont se mettre directement à la table de négociation, la première chose que les 1-23 vont faire, ils vont sortir un document où se trouve la signature de Félix Tshisekedi avant qu'il soit président. Il y a une autre signature dans un document d'un accord signé lorsqu'il est déjà président. Voilà les soubassements d'Irefi de M. Félix Tshisekedi. Mais moi, dans ce direct, comme j'ai dit, ici je donne les raisons pour lesquelles on doit dialoguer. Donc, quand on va dialoguer, on va se dire certaines vérités, on va découvrir les mensonges des uns et des autres, les hypocrisies, et après, on va balayer tout ça et trouver une solution qui convient à tout le monde. Regardez, si nous, on bat les 1-23 par les armes, on est fort, non? Mais attention, là c'est les 1-23. Le Rwanda aussi ne soutient pas les 1-23 pour rien. Donc, il y a des objectifs. Et ces objectifs-là, on ne peut pas tous les résoudre que par les armes. Parce que ça a été prouvé. Nous avons les mêmes partenaires avec le Rwanda, mais le Rwanda est beaucoup plus financé et soutenu militairement par les partenaires que la RDC. Donc nous déjà, on n'a pas, je dis bien visiblement, on n'a pas de partenaires fiables qui nous soutiennent militairement en ce moment-ci. Et je ne peux pas vous citer les pays qui soutiennent le Rwanda ici et les montants qu'ils versent au budget militaire du Rwanda. Donc il y a un pays déjà visiblement qui donne 400 millions au Rwanda, où la RDC, notre armée, n'a aucun soutien. Ça déjà, il faut que vous le sachiez. Mais pourquoi on n'a pas ce soutien? C'est parce qu'on n'a pas un technocrate. On a quelqu'un qui n'a pas de tête. Même l'armée, pour approvisionner l'armée, il a donné tous les marchés à ses amis, ses anciens amis de Belgique. Je reviendrai avec les noms. C'est lui qui fournit l'équipement au FARDC. Ces conseillers qui sont dans son cabinet, ils ont transformé toutes ces activités-là comme des affaires privées. Ils gèrent ça de manière opaque. L'argent sort, on détourne l'argent. Et je vous apprends ici, chers compatriotes, chers téléspectateurs, il faut que vous le sachiez. L'armée congolaise, le ministère de la Défense, c'est le seul domaine au Congo qui n'a jamais été audité par l'inspection générale des finances, ou que ce soit la Cour des comptes, ou que ce soit le Parlement. Donc tout l'argent qui sort pour être versé dans ce domaine-là,
ne subit aucun contrôle rigoureux pour définir qui a détourné quoi, qui a fait quoi. Vous avez suivi dernièrement, rien que pour les mercenaires, on a sorti 430 millions. 430 millions, 400 millions a disparu, on a utilisé que 30 millions. Les mercenaires qui étaient là au fond, on nous disait quand ils étaient encore là, on nous disait non, on leur paye 15 millions, 1000 dollars, d'autres on paye 10 000, d'autres 8 000. Mais lorsque eux-mêmes ils sont rentrés en Europe, leur chef a fait une interview dans les journaux français, il dit qu'il gagnait un salaire de 20 000 dollars. Vous comprenez? Alors les militaires congolais, il n'a même pas 100 dollars. Je dis bien, il n'a pas 100 dollars les militaires congolais. Si vous avez le salaire des militaires qui a 100 dollars, écrivez-moi ça. Peut-être il est général. Parce que même les généraux, il n'a pas 200 dollars. Général chef d'état-major de l'armée congolaise, je mets quiconque à défi. Son salaire de base, je dis bien, son salaire de base, c'est moins de 200 dollars. Tout au plus, ça 50 dollars. Vous comprenez un peu l'état dans lequel où travaillent nos militaires. Vous comprenez pourquoi ils sont affaiblis au front. Parce qu'ils ont en face d'eux un commandant suprême qui ne se soucie même pas de leur vie. Quelqu'un qui va au front pour sacrifier sa vie, pour ton pouvoir. Et toi, tu lui donnes 85 dollars, tu lui donnes 75 dollars. Et toi-même, tu prends tout l'argent du pays. Parce que Félix Tshisekedi, il gagne 1 million de dollars. Vital Kamerhe, il gagne 300 000 dollars. Est-ce que vous savez que le président Trump, il gagne 250 000 dollars toute l'année? Mais 250 000 dollars qu'il gagne toute l'année, c'est le salaire de Mbosso, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. C'est le salaire que Mbosso gagne chaque mois. 250 000 dollars. Chers compatriotes, ça c'est quel pays qui instaure des injustices sociales comme ça? Au sommet de l'État, les injustices sociales, je dis très bien. Je vais revenir à force de détails avec ces injustices. Parce que c'est pour ça que nous sommes en train de traiter le sujet ici. Donc nous passons avec le point de trouver des solutions durables. Donc des solutions durables, puisque ce conflit, il est complexe. Il est basé sur des rivalités ethniques. Lorsqu'on entend, non, il y a des revendications des communautés Banyamulenge, non, il y a des revendications des communautés Tutsi, il y a des revendications des communautés Kinyarwanda. Je ne dis que ça, parce que ça, ce sont des choses qu'on nous sort visiblement pour nous dire que non, ces gens-là, ils sont des Congolais. Mais vous, les Congolais, vous les boudez, voilà pourquoi nous, on vient vous combattre. Mais est-ce que c'est ça le problème? Il faut d'abord qu'on se mette aux tables de négociation pour comprendre. Parce que ça, ce sont des rumeurs. Moi, j'appelle ça des rumeurs. Qui peut nous rassurer que le nez du problème, c'est ça? Personne. Personne, chers compatriotes. Personne ici peut prouver que le nez du problème, c'est le fait seulement pour les Congolais de dire non, les Banyarwandais ne sont pas des Congolais, les Kinyarwandais n'est pas une langue congolaise. Est-ce que ça peut constituer le point d'une guerre, ça? Chers compatriotes, ça c'est grave. Est-ce que si je dis Bazombo ne sont pas des Congolais, ça c'est un problème? Nous avons des Bazombo à Songololo. Pourquoi quand je dis comme ça ne fera rien? Et pourquoi quand on dit que les Banyarwandais ne sont pas des Congolais, ça crée un problème? Et je vous dis, c'est faux. Ça, c'est un bouc émissaire, on appelle ça, des boucs émissaires. Il y a des problèmes de fond ici. Parce que nos dirigeants, les vrais problèmes de nos dirigeants, avant d'avoir les pouvoirs, ils vont croupir dans les chancelleries, dans ce qu'ils appellent les communautés internationales, que ce soit les opposants, tous, ils sont là en train de chercher le pouvoir. Vous pensez qu'on va leur donner ça gratuitement comme ça? Voilà pourquoi ils signent de n'importe quoi. Voilà pourquoi ils négocient n'importe quoi. Avant même qu'il soit président. Avant même, il n'a même pas été nommé. Il a déjà signé beaucoup de choses. Il a vendu son âme, la République, toutes les richesses du Congo. Et quand il devient président, il n'a plus le plein pouvoir, il commence à se plaindre. Il commence à mentir le peuple. Nous, on va faire notre travail de qualité. C'est lui de déballer toute la vérité. C'est très important. Tout le monde ne peut pas rester et vivre dans le mensonge comme fait Tshisekedi et son pouvoir des talibans. Nous allons faire notre travail et nous avons décidé, nous n'allons reculer devant personne. Rétablir le dialogue plutôt est nécessaire pour parvenir à une solution inclusive qui tienne compte des différents enjeux. C'est très important, chers compatriotes, et des besoins de toutes les parties prenantes. Les parties prenantes, c'est eux que je vais les citer ici. Il y a des communautés qui sont citées, il paraît-il qu'ils sont maltraités. Mais comment on saura qu'ils sont maltraités? Il faut qu'on s'assoie quand même. Il faut qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils revendiquent. Il faut qu'ils soient capables de prouver de quoi ils sont victimes. Et nous aussi, si réellement que nous les traitons très bien, il faut qu'on les prouve. Nous savons tous dans ces zones-là que l'État est absent. Est-ce que les pays doivent être dirigés comme ça? Pourquoi les pays doivent être dirigés comme ça? On a vu les images lorsque les rebelles sont entrés dans Bunagana. Il n'y avait même pas de policiers. Une poste frontalière qui nous sépare avec un pays étranger. Il n'y a rien qui nous sépare. Ils ont juste ouvert les barrières là, ils sont entrés. Même pas de policiers congolais. Mais c'est quoi le problème? Qu'est-ce que nous avons fait de mériter de tels dirigeants? Voilà, chers compatriotes, cette émission, ça s'appelle la conscience nationale. Donc quand vous êtes ici, vous êtes bien informés. Et vous êtes aussi informés sans état d'âme. Parce que les gens qui viennent ici, c'est pour défendre Félix Tshisekedi. Moi, je ne peux pas faire ce travail-là. Je dois défendre que la légalité. Les gens pensent que lorsque on dénonce toute la bassesse, l'incompétence de Félix Tshisekedi, les gens croient qu'on vient pour défendre les Rwandais. C'est ça que j'appelle l'imbécilité des talibans. Ce sont des gens qui doivent être bannis dans la société. Des gens qui n'ont même pas des idées à apporter pour convaincre leurs interlocuteurs. Venez qu'on fasse des débats d'idées. Prouvez-nous que vous avez bien dirigé le pays.
Depuis que vous avez pris le pays est dans les chaos. Comment voulez-vous qu'on puisse continuer? Et vous continuez toujours à mentir. Quelqu'un qui a donné 1222 promesses, qui n'a jamais réalisé même une seule promesse. Comment voulez-vous qu'on puisse continuer à lui donner de l'espoir? Nous sommes en pleine guerre et il vient encore nous donner une autre promesse. La riposte est vigoureuse. De cette riposte, il est en train de vivre ça qui est dans sa cellule. C'est comme quelqu'un qui est en prison. Il est en prison, il ne sort plus. Il sort seulement pour rencontrer des politiciens en cachette. Il vit dans une prison. Ce monsieur est en train d'être humilié. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est ça qui lui a été réservé. Ça, c'est son destin. Il ne peut pas échapper à ça. Parce que quand Dieu l'a créé, il savait qu'il va diriger le Congo. Dieu savait aussi tout ce qu'il va vivre pendant son règne. Et Félix Tshisekedi doit savoir que tout ce qui lui arrive, c'est ça son destin. Tous les chaos qu'il a créés, tous les malheurs qu'il a apportés aux Congolais. Il a volé l'argent de tous les Congolais à travers sa taxe de rame. Vous croyez que ça lui apporte des bénédictions? Des mamans qui sont au fin fond, qui achètent leurs unités pour appeler leurs enfants. Et ces mamans-là, regardent les unités disparaissent. Tu crois que quand ils se plaignent comme ça, c'est une bénédiction qui revient à Moukantombolo? Non. Il y avait un temps pour s'aimer, maintenant c'est le temps de récolte. Il est en train de moissonner ce qu'il a semé. Ne me parlez pas des 18 de Kabila. Le président aujourd'hui, il s'appelle Félix Tshisekedi. Il est là déjà au pouvoir, déjà 7e année. Ça, c'est une imbécilité de venir me parler des 18 de Joseph Kabila ici. Imbécilité notoire. Des gens incompétents. Donc, ce sont des gens comme ça qui sont en train de suivre quelqu'un qui n'a même pas de diplôme. Et qui oublie ici que Félix Tshisekedi n'a pas de diplôme? Il n'y a pas une université qu'il a marqué dans son dossier. Il n'y a pas une université sérieuse qu'on peut consulter pour savoir s'il a fait des études là-bas. Il n'y en a pas. Vous voulez qu'on puisse donner confiance à ce monsieur-là, qui est nul en tout. Mais il vient seulement vous parler en français comme si un enfant de bonne vie. Vous comprenez un peu? Vous venez me parler des Ouïtas de Kabila. C'est quoi ça? Donc vous allez encore revenir me parler encore 32 ans de Mobutu. Quelle imbécilité comme ça. Il faut être taliban en dessous des arbres de 10e riz pour venir exposer des bassesses comme ça. On parle de quelqu'un qui a fait 6 ans pour voir, ça c'est la 7e année. Il n'a rien à apporter. Donc il ne peut rien corriger. Kabila a laissé le dollar autour de 160. Il faut vous ramener ça jusqu'à 300. Donc c'est ça. Vous avez copié tout ce que Kabila a fait en mal. C'est ça que vous reproduisez. Et vous êtes fiers de ça. Vous voulez qu'on puisse vous soutenir avec toutes ces idioties-là? Non, chers compatriotes, on ne va pas vous soutenir avec toutes ces bêtises-là. Nous allons exercer ce qui est le nôtre, le droit de vous ramener la vérité. D'analyser les faits avec toute impartialité. De vous montrer que le chemin, un autre chemin existe en dehors de celui que vous suivez. Ce chemin-là, c'est un chemin qui ramène le Congo aujourd'hui dans la perdition. Il ramène tout un peuple dans la perdition. Comment on peut accepter que celui qui est devant nous, qui nous conduit, c'est un aveugle? Tout le monde sait que c'est un aveugle. Tous les gens qui ont travaillé avec lui, il les a acquisés. Il a acquisé ses conseillers en sécurité, il a acquisé ses partenaires, il a acquisé les gens de son parti politique. Bientôt, il va acquiser sa maman, il a acquisé notre constitution, il a acquisé tout le monde. Finalement, ce monsieur-là, lui, il n'est responsable de rien. Vous croyez vraiment qu'il n'est responsable de rien? Donc, sa seule responsabilité, c'est d'acquiser les gens. Ça, c'est ça qu'il trouve mieux à faire. Vraiment, nous allons en finir avec lui. Troisième point, ce qui doit quand même nous pousser à négocier, c'est rétablir la paix et la stabilité. Parce que lorsqu'on va s'asseoir, on se dit la vérité sur les sous-bassements des contrats, sur des bassesses, des manquements, sur la faiblesse de l'État. Quand on va se dire toutes ces choses-là, même celui qui est au pouvoir, il va se rendre compte qu'il est en face de la réalité de son bilan chaotique. Parce que s'il a été capable de restructurer l'armée, on ne pouvait pas perdre Goma. S'il était capable de restaurer l'autorité de l'État, on ne pouvait pas voir les chaos qu'on a dans les pays. Les gens souffrent. Le président de la République appelle à la nomination d'un gouvernement pour faire front au M23. Attends, est-ce que le gouvernement actuel, il ne peut pas faire front aux rebelles? Pourquoi? Qu'est-ce qui manque? Et qu'est-ce qui va changer lorsqu'il va nommer notre gouvernement? C'est ça les questions que les Congolais doivent se poser. Il y a une mascarade là-dessus. Donc ici, je comprends bien, Félix Tshisekedi veut partager son bilan chaotique avec tous les opposants. Pour dire que non, attends, nous sommes nombreux, on a tous échoué. Non, c'est toi le visionnaire. C'est toi qui donne l'impulsion. C'est toi qui convoque et qui dirige le conseil des ministres. C'est avec toi, en vertu de l'article 91 de la Constitution, qui dispose que le chef de l'État, ensemble avec son Premier ministre, qui le désigne, bien sûr, c'est toi qui l'as nommé, vous définissez la politique de la nation. C'est vous deux qui avez défini cette politique. En connivence à toutes les promesses que tu as données en campagne électorale. Chose que tu n'as d'ailleurs jamais fait. Tu fais la campagne sur d'autres idées et tu donnes un programme quinquennal sur d'autres idées. Voilà la cacophonie auquel nous sommes mis aujourd'hui. Non, c'est comme quelqu'un qui met son pied dans une boue et tu te rends compte que là, je ne sais pas comment je vais faire sortir ça. Nous devons détruire l'axe du mal. Nous devons négocier pour le troisième point, troisième raison de notre négociation,
c'est pour rétablir la paix et la stabilité. Il n'y a pas de paix en RDC. Même à Kinshasa, il y a l'insécurité. Je me pose des questions. Alors, si cette insécurité-là n'est pas causée par eux-mêmes, les agents de sécurité, eux-mêmes, les gens que Félix Tshisekedi est en train d'affamer, puisqu'ils ne leur payent pas un bon salaire, donc ils sont affamés de manière atroce. Il les fait mourir de faim et ils viennent vers nous, la population, pour nous faire un pillage systématique de manière atroce. Il les fait mourir de faim et ils viennent vers nous, la population, pour nous faire un pillage systématique. Cette semaine, à Kinshasa, on a braqué 3 endroits différents. On a braqué 20 000 $, Rond-Point Uleri, on a braqué de l'argent à Kassavubu, on a braqué des gens à Lemba, on a tué même des gens. Vous comprenez un peu ça? Négocier avec qui n'est pas congolais. C'est ça, en fait, le voyoutisme des talibans. Quand vous avez signé des accords avec Kagame, quand vous l'avez amené au stade, vous ne savez pas qu'il n'était pas congolais? Vous ne savez pas qu'il n'était pas congolais lorsque vous l'avez appelé mon frère? Vous ne savez pas qu'il n'était pas congolais lorsque vous avez appelé Kagame partenaire fiable? Voilà les talibans. Leur travail, c'est ça. Signaler les lives, que ça puisse s'arrêter. Je vais relancer tout de suite. Et là, il va s'arrêter dans 4 minutes, parce que là, ils ont signalé. Nous allons continuer ce travail, parce que ce travail, c'est la conscience nationale. Notre rôle, c'est de conscientiser le peuple. Il faut que le peuple se rende compte de la vérité. Comment voulez-vous que votre gouvernement continue à vous mentir et que vous puissiez tout simplement vous contenter de ces mensonges-là? Non. Vous devrez quand même savoir c'est quoi la vérité et quelle est la voie de sortie. Félix Tshisekedi est en train de ramener le pays dans un suicide collectif. Donc lui, c'est comme un produit périmé. Il sait déjà que je suis fini. Et il s'est dit non, je ne peux pas mourir moi-même. Je dois mourir avec un groupe de gens. Je dois emporter tout le monde. Je dois faire des efforts afin que vraiment je puisse emporter un grand nombre de gens. Voilà. Mais je vous dis, quelle que soit l'issue de cette situation, le Congo en tant que pays va toujours s'en sortir. Le Congo en tant que pays va s'en sortir quoi qu'il arrive. Mais il y a une réalité que tout le monde doit savoir. Peut-être que ça sera difficile pour certains de croire à ça. Mais c'est mon avis pas difficile pour certains de croire à ça. Mais c'est mon avis pas quels sont. Nous sommes en guerre, mais nous sommes impuissants. Ça, ce sont des faits que je ne peux même pas changer. Et pour changer le cours de ces faits, il faut remplir un certain nombre de critères. Il faut que Félix Tshisekedi puisse armer, équiper notre armée, qu'il puisse bien former nos militaires, qu'il puisse motiver aussi nos militaires, chose qui n'est pas faite jusqu'à aujourd'hui. Qui peut m'assurer que les militaires ont été motivés? Qui peut m'assurer que l'état-major de commandement a été redressé? Parce qu'on est en train de voir les officiers qui fouillent dans les zones de guerre. Ils laissent les sous-officiers gérer la situation, qui n'arrivent pas à gérer eux aussi. Jean-Pierre Bemba, quand il arrive à Linikin, il dit non, je suis venu ici. Vous savez, nous avons recruté beaucoup de mbolo-mbolo. Mais vous, vous êtes des étudiants, on a besoin de gradients et de licenciés. C'est vous qui allez diriger ces mbolo-mbolo. Attends, Jean-Pierre Bemba, quand tu as eu ton travail au ministère de la Défense, tu as eu encore un travail au ministère du Transport, tu as cherché combien des étudiants de l'Inikin? Parce que dans le domaine des transports, ils sont là à l'Inikin. Dans le domaine de la défense, ils sont là à l'Inikin. Tu as pris combien des étudiants pour mettre dans ton cabinet? Donc à ce moment-là, tu n'as pas besoin de... Là, tu as seulement besoin des membres de ta famille, tu as seulement besoin des membres de ton parti politique. Voilà. C'est ça la politique congolaise. Mais quand il faut défendre le pays, tu vas chercher les étudiants pour venir faire un boulot de merde. Chers compatriotes, chers étudiants, n'allez pas. Je vous dis la vérité. N'allez pas. Ça, c'est mon avis personnel et je suis libre de le dire. N'allez pas vous enrôler dans cette armée où on va vous mener dans un abattoir. Toutes les conditions ne sont pas réunies pour que vous soyez dans une armée et que vous soyez fiers de servir votre nation. Vous ne pouvez pas servir votre nation en sachant que vous allez mal finir, chers compatriotes. Une armée où vous arrivez au front, vous êtes en face de votre adversaire, mais à Kinshasa vous donne les ordres, non, ne tirez pas, repliez. On vous dit repli stratégique. C'est quoi repli stratégique? Donc c'est une manière de vendre le pays. Donc c'est aussi une manière d'affaiblir notre armée. C'est aussi une manière de trahir la nation congolaise, chers compatriotes. Nous sommes trahis. Et la trahison qu'on nous dit, sinon l'armée est infiltrée. Mais non, ce n'est pas l'armée qui est infiltrée. C'est le sommet de l'État qui est infiltré, chers compatriotes. C'est le sommet de l'État qui est infiltré. Raison pour laquelle je vous demande, quand le live va se couper, je relance automatiquement, donc vous revenez pour continuer, qu'on continue. Je vais vous révéler en quoi nous sommes infiltrés au sommet de l'État. Tout ce qu'on nous dit, sinon les Rwandais, les soldats, les militaires, trahison. La trahison vient des palais de la nation. La trahison est léchée, M. Tshisekedi. Je vais vous prouver ça. J'ai toutes les preuves. J'ai des arguments pour ça. Parce que je ne suis pas censé révéler mes sources lorsque je vous présente des faits. Mes sources doivent être protégées. Je ne peux pas vous dire qu'on m'a donné telle info par telle personne. Ça, c'est important, afin que la sécurité de ces gens-là soit garantie. Les gens qui ont la passion, l'amour de leur pays, qui nous donnent des informations, afin qu'on puisse les dénoncer. Comment on va regarder seulement quelqu'un qui n'a aucun niveau, qui n'a même pas l'amour du pays, de continuer à faire